est-ce que vous lui avez parlé depuis qu'il est sorti de prison? Est-ce que vous avez échangé avec lui? Parce que vous êtes sur, on va dire, les mêmes longueurs d'onde concernant la dénonciation qu'il faut qu'il y ait procès pour que la vérité sorte. Vous dites la même chose, le président Gbagbo dit la même chose. Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que c'est lui qui vous donne des instructions et vous téléguide, par exemple, pour se venger politiquement de ses adversaires? Si Gbagbo me donnait des instructions là, aujourd'hui là, tous ceux qui se réclament de Gbagbo là, je suis leur bête noire. Pourquoi? Parce que pour eux, je ne sais pas. Ce n'est pas devant les télévisions du monde ici que Demba Traoré disait qu'il voulait gérer le dossier web et que j'ai refusé. J'ai fait une conférence de presse le 5 mai 2019 au Press Club. Elle est sur YouTube. Si je suis instrumentalisé par Gbagbo ou pas, vous avez toutes vos réponses dedans. Je l'ai d'ailleurs actualisée il n'y a même pas une semaine. Cette conférence-là, elle est sur les médias. Elle est dans tous les médias du monde. J'ai vu Laurent Gbagbo 2 fois dans ma vie, à la CPI. Je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu de ma vue, de visu comme ça, je l'ai rencontré à 2 reprises à la CPI. La 3e fois que je devrais le rencontrer, on m'a refusé la visite sous prétexte que je ne suis pas habilité à le revoir. Et cela date de 2017. Voilà. Il a bien posé lui la question. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où il se trouve. Moi-même, je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Donc, si on dit qu'il me donne des instructions, ça n'engage que. Ce n'est pas mon problème. Et si s'il me donnait des instructions, je fais quoi ici, lui, il est au pays? Si j'étais sous ses ordres et que lui et moi, on était en connivence, pourquoi je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi quand il était comment ça s'appelle? Il est sorti de la CPI, il était à Bruxelles. Pourquoi je ne suis pas allé le voir? Pourquoi quand il a rencontré les Ouais en Côte d'Ivoire, quand les Ouais sont allés à Mamaï pour le rencontrer, est-ce que vous l'avez entendu une fois prononcer mon nom? Posez-lui la question. S'il va dans la même direction que moi, c'est parce que moi j'estime que ceux qui se réclament de M. Laurent Gbagbo et qui sont dans son parti et qui sont auprès de lui, je pense qu'ils ont un autre agenda. Sinon, ils auraient quand même deviné l'intention du monsieur. Comment quelqu'un qui est avec vous, il parle de justice, et les gens qui sont auprès de lui, personne ne fait en sorte que ceux qui cherchent la justice soient épaulés. Pourquoi? Demandez à tous ceux qui se disent proches du président Gbagbo qui sont à Paris aujourd'hui. Qui a une fois croisé qu'il va, si ce ne sont que mes injures sur Facebook, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Mais même la seule raison que M. Demba Traoré détient, puisque c'est lui qui, selon ses dires, choisit qui veut voir Gbagbo, qui ne veut pas le voir. Et s'il avait les mêmes intentions que Gbagbo, il aurait œuvré pour la justice. Moi, je ne suis pas auprès de lui. Quelqu'un à qui on a privé de la liberté pendant 10 ans, qu'on a accusé injustement et qui a été acquitté. Pourquoi vous ne cherchez pas à le blanchir? Parce que seule la vérité le blanchirait. Aujourd'hui, il a acquitté. Mais la vérité n'est toujours pas sortie. Et des gens qui sont censés être autour de lui ne se préoccupent pas de ça. Et l'État de Côte d'Ivoire fait en sorte que justice, la vérité n'éclate pas. Donc, qui fait quoi finalement? Si moi, avec toute cette distance, on me traite de proche de Gbagbo, et ceux qui dorment devant lui, là, ils font quoi? Pourquoi ils ne font rien? Pourquoi? Maintenant, il vous a dit aux yeux du monde qu'il veut la justice. Mais venez, on va... Moi, je suis déjà devant. Allons-y! Pourquoi vous reculez? Pourquoi vous ne vous avancez pas? Donc, finalement, vous voulez instrumentaliser le monsieur pour atteindre vos objectifs qui sont ailleurs. Alors que le monsieur clame
innocence, il réclame justice. Bouya! Bouya! Écoutez, je voulais faire cette vidéo depuis qu'elle est intervenue, cette grande dame, hein, le frère Kofi, hein, qui a beaucoup de mérite, hein, total respect Kofi, parce que malgré qu'on ne soit pas d'accord sur plein de trucs, mais c'est quelqu'un qui a une conscience politique et qui est un patriote, donc je salue hein, son patriotisme et vraiment chapeau, parce qu'il donne la parole surtout à tout le monde, voilà, c'est ça que j'apprécie énormément, il a un esprit démocratique. Bon, donc bonjour à tous, je me présente Joubian, c'est mon surnom sur le net, donc je disais que par mes occupations professionnelles, c'est pour ça que je n'ai pas suffisamment de temps, mais sinon je l'aurais dû le faire depuis 48 heures par exemple. Bon, qu'à cela me tienne, ce qui est important c'est que je vais le faire, et puis j'ai aussi d'autres vidéos à faire, parce que c'est des sujets très brûlants là, vous pensez bien. Madame Kei Vao Martine, ou Madame Martine Vao Kei, eh bien c'est une très grande dame qui a une conscience politique selon moi, mais au-delà de la conscience politique, c'est une dame qui a une grandeur d'âme. Hein? Âme, hein? A, accent circonflexe, M-E. Grandeur d'âme. C'est pas donné à tout le monde, s'il vous plaît. Conscience politique, c'est une chose, je répète, mais elle a une grandeur d'âme. Et c'est pas donné à tout le monde. Cette dame, ça fait un moment que je la suis, et ça fait peut-être la 3e fois, je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle est invitée par le frère Kofi Isaac Kofi, qui a sa chaîne Elvic TV. Il est installé depuis plusieurs mois au Mali. Voilà, là où ça, c'est là-bas que ça se passe. Il a compris, hein, Kofi, bien entendu, bien entendu. Bon, mais écoutez, là j'ai pris juste une petite partie, mais ceux que ça intéresse, vous allez très vite, hein, Elvic TV, vous tapez Isaac Kofi, et vous allez voir, c'est sa dernière émission qui s'est passée, je crois, aujourd'hui. Donc nous sommes le 13, donc c'était peut-être le 10 ou le 11, quelque chose comme ça. Voilà, si je ne me trompe pas. Mais franchement, ce qu'elle explique là, grosso modo, c'est que M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il est pris en otage par son entourage, très clairement, par ses proches collaborateurs, très clairement. Parce qu'elle, alors ce que je tiens à rappeler, c'est très important, elle appelle à ce que nous allions, il faut bien conjuguer là, c'est la langue française qui a beaucoup de nuances, hein, que nous allions, hein, qu'on aille manifester devant la CPI. Et c'est prévu pour demain, pour le vendredi, ouais c'est ça, hein, vendredi 14, donc demain, c'est ça, 14 avril 2023. Je répète, Madame Martine Vao Kei hein, souhaite notre présence tous là-bas devant la CPI. Alors, voilà le numéro qu'il faut utiliser pour l'appeler. C'est le 06 52 85 74 02. Je répète. 06 52 85 74 02. C'est le numéro de cette grande dame. Oui. On a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir des très grandes dames. Voyez? Et ça, c'est la génération après Madame Simone Gbagbo. Vous avez donc Madame Martine Kei Vao. Vous avez Madame Pulcheri Balé. Hein? Il y en a d'autres que j'oublie. Hein, mais qui sont évidemment avec beaucoup de mérite, mais qui sont moins connus. Voilà, donc je les salue aussi, ces dames-là, c'est des grandes dames, qui militent pour l'intérêt général. Et moi, c'est ça qui est ma préoccupation. Vous comprenez? Donc je disais, Joubian, c'est mon surnom, et puis je suis un panafricain très convaincu, et accessoirement seulement spécialiste de la France. Donc je poursuis. Mais écoutez, le président Gbagbo donc, a tenu un grand meeting, je crois que c'était le 31 mars dernier, à la place Figayo, à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, la plus peuplée en tout cas. Et à cette occasion-là, il a fait un appel, il a fait un discours où il a dit « il faut que justice soit rendue ». Et du coup, Madame Martine Vao Kei, elle s'étonne que ben, l'entourage de M. Gbagbo, personne ne se rapproche d'elle pour aller manifester justement à la CPI de manière à ce qu'il y ait ce qu'elle appelle le procès 2. Il y a eu le premier procès où le président Laurent Gbagbo, souvenez-vous, et le ministre Charles Blé Goudé était là-bas traduit devant la Cour pénale internationale. Ils ont été acquittés. Bon, comme il y a eu pas moins de 50 000, moi j'ai dit même 70 000, voilà, je vais même pousser à 80 000. Non, mais je suis désolé. C'est-à-dire que si les autres, ils se permettent de dire 3 000, sur quelle base? C'est tout. Et ça, c'est mon bon sens. Hein. Et puis, surtout, concours d'honnêteté intellectuelle. Il faut qu'on soit d'accord.
Mais oui, parce qu'en réalité, c'est le mépris qu'on a pour l'homme noir, c'est le mépris qu'on a pour l'Africain. C'est pour ça que on va facilement toujours minorer hein, les chiffres quand il s'agit de la mort des Africains. Mais là n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que c'est les nôtres, ceux qui ont le maillot Afrique, qui reprennent ces chiffres-là. C'est là où c'est très grave. Mais ça s'explique par quoi? Mais je suis désolé que quelqu'un me dise le contraire. Je dis, ça s'explique par l'aliénation, le complexe et la corruption. Deux sortes de corruption. Vous avez la corruption morale et ensuite la corruption matérielle. Et je dis, ceux qui sont corrompus matériellement sont automatiquement corrompus moralement. Or, il y en a qui sont corrompus que moralement. Bon, déjà, c'est embêtant. Mais le pire, c'est la corruption matérielle. Voilà. Les deux. Donc, voyez-vous, cette grande dame, moi, je ne peux pas cesser de la saluer et puis de, comment dire, remarquer son mérite, son courage, son intégrité, très clairement. Ah bah oui. Parce qu'au fond, il y en a qui vont dire, oui, mais elle est utilisée par M. Gbagbo. Elle dit non, elle ne connaît pas le président Gbagbo. Elle le dit là. Et puis elle dit si tel était le cas, bon, mais elle n'en serait pas là. Parce qu'elle, elle est jalousée par l'entourage du président Gbagbo, tout simplement parce que eux, ils ont d'autres agendas, comme elle le dit très bien. Mais évidemment, regardez, je vais vous dire, l'avocate Abiba Touré. Mais Abiba Touré, elle a déjà essayé de récupérer le dossier dont dispose Mme Kei Vao Martin. Il faut se poser la question de savoir pourquoi, à un moment donné, elle voulait ce dossier-là. Donc il y a eu un bras de fer, mais très tendu. Hein. Ce que vous allez faire, ceux qui sont pressés, vous allez taper sur YouTube, hein, Mme Kei Vao Martin ou Martin Vao Kei. Vao, c'est V-A-O, tout simplement en 3 lettres. Hein, Kei est pareil aussi, hein, K-E-I, c'est son nom patronymique. Hein. Donc vous tapez sur YouTube et vous allez voir, elle a fait des conférences, elle a fait des, comment on appelle ça, des interviews, où elle explique tout, très clairement. Donc moi, on est en 2023, mais je la suis depuis maintenant 3 ans, très clairement. Ah oui, au moins. C'est même pas 4 ans. 3 ans, c'est sûr. Voilà. Et elle m'intéresse au sens où je trouve que des gens comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Courageuse. Et je vous dis, elle a une grandeur d'âme. Il n'y a pas beaucoup qui ont ça. Hein. Ah non. Concerne politique encore, bon, on va avoir beaucoup. Mais après, elle a en plus grandeur d'âme. Là, il n'y en a pas beaucoup de gens. Voilà. Ça, c'est mon point de vue, hein, évidemment, très clairement. Mais j'ai fait des recherches, figurez-vous, parce que longtemps, quand je parle de aliénation, je parle de complexe et de corruption. Par rapport à la Côte d'Ivoire, en réalité, les recherches que j'ai faites récemment, il y en a d'autres qui ont fait avant moi, hein, mais on va dire, j'avais fait déjà, mais c'était de manière générale. Mais là, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a intéressé. C'est-à-dire que tout le monde peut se procurer là. Là, c'est sur Internet que j'ai pris. Donc, vous comprenez que, voilà, regardez. Hein, sur Internet. Et il y a marqué quoi? Il y a marqué « La franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, virgule, bref histoire des enjeux actuels ». Et c'est un entretien qui a été accordé par M. Francis Akende et réalisé par Marie Miran Gouillon. Voilà. Ça date de 2017. Mais c'est très, très intéressant. Voyez-vous? Alors, je ne vais pas tout lire pour vous rassurer, mais donc, n'importe qui, enfin tout le monde, hein, si vous voulez, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur Internet. Hein, je vous remontre encore le titre. C'est ça. Vous voyez, c'est très intéressant. Mais pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que je dis, mais au fond, le problème des dirigeants africains en général et les dirigeants francophones là, en particulier, hein, les colonies françaises là, eh bien, ils sont tous pratiquement francs-maçons. Ah oui, c'est ce qui explique la situation dans laquelle on vit. Hein. Ah oui. Alors, il y a des pays où il y en a un peu moins. D'ailleurs, c'est parce que, bon là, j'ai pas eu le temps, mais en tous les cas, ceux qui ont le temps, allez-y, faites pays par pays. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de voir dans ces 15 pays-là, y compris les Comores, hein, quel est le pays où il y a le moins de francs-maçons hein, dans les zones politiques, ou même de manière générale, mais les zones politiques en particulier. Ce sont eux qui aspirent à diriger les pays. Bon. Donc, il faudrait regarder, hein, on va dire, soit de manière croissante, soit de manière décroissante. C'est-à-dire que quel est le pays qui a soit le plus petit nombre de francs-maçons, ou quel est le pays qui a le plus gros nombre de francs-maçons. Sachant que quelqu'un comme Sassou Nguesso, qui est président du Congo-Brazzaville, il est le chef de file hein, des francs-maçons en Afrique centrale. Ça se trouve même dans toute l'Afrique, l'Afrique francophone. Par exemple, vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que des Ivoiriens, des habitants de Côte d'Ivoire, des ressortissants ivoiriens, ils vont regarder ce qui se passe au Mali et ils vont envier, mais envier au bon sens, hein, pas, voilà, hein, au sens de dire, mais on aimerait bien que ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire. Mais la difficulté, c'est quoi? Mais la difficulté, c'est le fait que, je peux me tromper là encore, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de francs-maçons en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Ah, moi, je m'aventure. Hein, voilà, je veux dire, quand je m'aventure, je veux dire que je suis certain que je ne me trompe pas. Voilà. Ah oui. Et donc, quelle est ma réflexion? C'est de dire que
Les pays où il va y avoir évidemment beaucoup plus de, comment on appelle, francs-maçons, ben, il est évident que ça va être plus difficile parce qu'ils sont les plus aliénés, contrairement à ce qu'ils peuvent donner comme image, hein, en apparence. Hein, c'est les plus aliénés, c'est les plus complexés et c'est les plus corrompus. Donc ça veut dire que les pays qui auront plus de chance, c'est les pays où il y aura moins de francs-maçons. Je parle des pays colonies françaises là. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Vous comprenez? C'est un plaisir de faire cette vidéo parce qu'au fond, j'ai beaucoup réfléchi sur la question en disant, mais on a tous les éléments qui sont réunis. Mais bien entendu, il n'y a qu'à regarder mes vidéos passées où je dénonce à chaque fois et je fais même des propositions en disant que le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié, mais ils ont moyen de faire partir monsieur Ouattara avant la fin de l'année 2022. Là, maintenant, on est en 2023. Mais c'est simplement qu'ils ont un entourage et puis ils sont dans une situation, eux-mêmes, ils sont des comment j'appelle ça? Pas en ce qui concerne le président Gbagbo, il n'est pas franc-maçon, je ne pense pas. Ou alors il y a beaucoup de degrés et lui, il est en bas. Et ceux qui sont en haut là, Alassane Ouattara, voilà, il est en haut de la franc-maçonnerie. Il a un bon poste. Ils ne veulent pas toujours le dire, mais il est. Voilà. De toute façon, c'est le cachet. Si tu n'es pas franc-maçon, ils ne vont pas te soutenir avec les bases militaires, l'action de ta protection. Les choses sont claires, donc il faut arrêter à un moment donné. Il est question de se dire les choses. Donc je disais que les francs-maçons, je vais lire quand même quelques lignes, parce que je vous dire, c'est énorme, c'est énorme. Une franc-maçonnerie plurielle, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, hein. Donc c'est marqué retour sur l'histoire coloniale. Donc Marie-Myriam Guyon, c'est cette dame-là qui a accordé l'interview, l'entretien. Vous venez voilà, vous menez des recherches socio-historiques sur la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Vos enquêtes révèlent tel un mouvement plutôt uni et homogène, ou au contraire disparate. Juste quelques trucs rapidement. Hein. Et après, voilà, je vais vous épargner, parce que je vais mon commentaire, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Ça, c'est intéressant aussi, mais je veux dire, tout le monde peut se procurer, donc vous aurez le temps de vous procurer et puis lire tranquillement. La franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire est une constellation d'obédiences répartie entre obédience dite régulière, entre guillemets, et obédience dite libérale et adogmatique. Adogmatique, hein, A-dogmatique. Fermez les guillemets. Ces qualificatifs sont un héritage de vieilles querelles entre la maçonnerie des descendants anglaises, hein, des descendances anglaises, et celle française, et celle, française de l'époque de la Révolution de 1789. Pour simplifier, disons que la maçonnerie anglaise, dominée par certaines corporations de rang social élevé, entendait rester aristocratique. Elle ne se voulait pas démocratique. À l'inverse, baignée d'esprit républicain, la maçonnerie française se voulait plus égalitaire et inclusive, dans certaines limites. Hein, voilà, ça c'est bien si préciser ça. Ce double héritage a été exporté et chemine dans l'espace africain, où l'on trouve aujourd'hui des obédiences qui se disent régulières et qui qualifient les autres d'irrégulières, arguant qu'elles ne reconnaîtraient pas certains principes définissant à leurs yeux la régularité. En face d'elles se trouvent des obédiences qui se défendent d'être irrégulières et se définissent plutôt comme libérales et adogmatiques, A-dogmatique. Fermez les guillemets. Ces obédiences se qualifient d'ailleurs réciproquement de frères d'en face. Voilà. Bon, j'essaie de la faire court comme ça pour ne pas vous barber avec la lecture, mais en tous les cas, je vous dis, c'est hyper intéressant. Hein, c'est plusieurs pages, hein, mais c'est intéressant. Donc moi, j'ai lu, hein, voilà, et puis j'ai souligné quelques passages, si vous voulez. Bon, la page suivante, par exemple, j'ai vu, il est marqué, à l'époque, en effet, seuls des Européens pouvaient être initiés, hein, à l'époque. Hein. Dans un état d'esprit un peu raciste, il était considéré que les Noirs n'étaient pas encore initiables, voilà, comprenez? Voilà, là, c'est un rappel historique. Alors, on dit le premier, par exemple, c'est Blaise Diagne. Blaise Diagne, c'est le député sénégalais, avait été déjà initié, voilà, lui, un des premiers, hein, éduqué en France, celui qui fut le premier député africain, élu à la Chambre des députés française, est connu pour avoir aidé Clémenceau, hein, Georges Clémenceau, le général, enfin, comment dire, maréchal, ou je sais pas, en tout cas, une personnalité très importante française. Hein. Clémenceau, je ne sais pas s'il était maréchal ou général. Clémenceau a recruté des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre. Donc en gros, ça c'est connu, hein, c'est-à-dire que M. Blaise Diagne était un des premiers Africains à siéger au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française, et il a beaucoup aidé Clémenceau pour recruter les troupes, hein, les Africains, là. Allez, venez, pour aller défendre la mère patrie. N'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est compte tenu du recul que nous avons. Voilà. Hein? Parce que si encore il y avait eu la reconnaissance, s'il n'y avait pas eu l'ingratitude, hein, de l'établissement français, c'est-à-dire les dirigeants français, ça passe encore, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est pour ça que, maintenant, je parle toujours du bilan. Donnez-nous le bilan. Mais on le connaît, on le demande quand même. On le connaît.
C'est néfaste, c'est nul à chier. Excusez-moi d'être vulgaire. Non, mais c'est fatigant avec ces gens-là. On a tout, et puis les mecs continuent à faire le malin. C'est incroyable, ça. Enfin, bon, bref. Donc, comme j'ai dit toujours, que ces gens-là, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Voyez-vous? Donc, Mme Kei Vao, eh ben, elle se bat pour qu'il y ait un procès où on va pouvoir convoquer M. Alassane Dramane Ouattara. Et moi, je vais vous dire, toujours dans mon raisonnement de bon sens, je dis, à partir du moment où on a convoqué, que dis-je, on a traduit le président Laurent Gbagbo, hein, qui était le chef d'État en exercice en Côte d'Ivoire, on l'a déporté à La Haye, hein, Manu Militari, eh bien, ça doit être de même pour M. Ouattara. Il ne faut pas prendre des sous-fifs. Hein. Et comme on a déporté Charles Blé Goudé, eh bien, ça doit être de même pour Guillaume Soro. Voilà. Donc, elle mobilise actuellement, enfin, en tout cas, elle fait un appel pour que beaucoup d'Africains, et ceux non-africains qui sont sensibles aux droits humains, hein, eh ben, qu'on aille tous à La Haye, hein, je vous dis, le vendredi 14 avril 2023, voilà, c'est là-bas que ça se passe, et je crois que les cars elle a affrété pour l'instant un car, parce qu'elle ne sait pas le nombre de personnes qui vont venir, elle espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. Dans tous les cas, sachez que le prix, c'est 40 €. Mais le numéro que je donnais tout à l'heure, donc je le rappelle encore, c'est le 06 52 85 74 02, 06 52 85 74 02, il faut l'appeler, hein, Madame Vao Kei Martine, ou Madame Martine Vao Kei, voilà, vous l'appelez, et puis vous aurez toutes les informations pour ceux qui veulent y aller. Donc, aller-retour, 40 €, c'est accessible, hein, pour aller à La Haye. La Haye, c'est aux Pays-Bas, en Hollande, là, voilà. Voilà. Donc vous comprenez, il faut que tout le monde y aille pour aller demander simplement que le procès soit ouvert. Pourquoi? Parce que le procureur là-bas, il a tout sur son dossier depuis maintenant un certain temps. Elle a tout fourni, hein, elle et puis ceux qui sont avec elle dans son association, qui militent pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Très clairement. Et militent surtout pour que justice soit rendue. Elle a beaucoup de mérite, cette dame. Parce que je vous dis, il y a plein de gens qui n'ont pas cette force-là. Et moi, c'est pour ça que je condamne ça à chaque fois. Je dis, mais si tu n'as pas la force, ça peut arriver, parce qu'on est tous différents. Mais par contre, n'empêche pas ton voisin, hein, d'aller faire le nécessaire, d'autant que c'est pour l'intérêt général. Parce que le pire, ceux qui sont du côté de Ouattara, que eux, ils fassent tout pour que ça ne se passe pas, on comprend. Le pire, c'est que les gens qui sont avec le président Gbagbo, eh ben, eux, ils ont leur agenda. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie. Et ils n'ont pas envie parce que c'est des francs-maçons. J'ai dit, envoyez-moi les commentaires pour me dire si je me trompe. Et là, maintenant, on va mener une enquête, mais une enquête objective. Hein. Voilà, c'est pas la bricole. Parce que moi, je suis convaincu que c'est parce que ces gens-là, ils sont dans ces gens d'obédience. Hein, comment ça s'appelle ça? Rotary Club. Ça, c'est aussi une branche de la franc-maçonnerie. Mais je vous dis, l'article, il faut le lire, parce que franchement, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai déjà un bouquin sur les maçons, là, mais de manière générale. Mais là, pour la Côte d'Ivoire, j'ai pris l'article là-dessus. C'est intéressant. Et ceci explique cela. C'est pour ça qu'ils ne sont pas libres, bien entendu. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo pour rendre hommage, là, pour le coup, le député Timoko Assalé, là, de Tiasalé, alors que je l'ai critiqué auparavant, concernant son histoire de proposition de loi pour l'âge de 75 ans limite pour se présenter à l'élection présidentielle. Là. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Et puis je ne suis pas d'accord aussi avec les critiques qu'il apportait au colonel au Mali. Voilà. Mais sinon, si on sort de là, là, il a un combat très, comment on appelle ça, courageux, qui a beaucoup de mérite, salutaire, c'est contre les opérateurs téléphoniques. Là. Je ferai une vidéo là-dessus, c'est prévu. Voilà. Donc pour revenir, pour dire quoi? Pour dire que le président Gbagbo, il est victime, je t'ai toujours dit en plus dans mes vidéos, là maintenant on a les preuves même, ça déborde, au sens où de dire, mais lui, il a été victime d'injustice. Bon, et quand il était à son meeting à Yopougon, il a dit, voilà, maintenant, moi j'ai été acquitté, il faudrait que la justice, hein, la CPI, elle fasse son boulot. Mais lui, problème aussi, bon, il est âgé aussi, hein, bon, il a 78 ans, bon. Mais le problème Gbagbo, je vous dis, le problème Gbagbo, c'est quelqu'un qui est profondément honnête. Au sens, quand je dis honnête, je veux dire par là que tout est relatif. Mais quand on fait les concours, déjà, lui, des 3 candidats, il arrive en tête. C'est clair. Il est désintéressé. Ce qui n'est pas le cas de M. Ouattara, encore moins, et puis M. Konan Bédié. Vous comprenez? C'est celui qui fait de la politique au sens noble du terme. Et il vient pour servir, comment dire, l'intérêt général. Sauf que il a en face de lui des professionnels. Lui, il veut jouer les amateurs. Je dis ce que je pense, hein. Je ne dis pas nouveau, je l'ai toujours dit. Et quand tu es en face de toi des amateurs, bon, tu peux la jouer amateur. Mais quand tu es en face de toi des professionnels, mais il faut que tu te prépares en connaissance de cause, et par conséquence, et pour pouvoir les affronter et être sûr de gagner. Autrement, toi, tu es amateur, l'autre, il est professionnel,
Si tu gagnes, c'est vraiment par coup de chance. Parce que s'il y a un match retour, ils ne te font pas de cadeau. 1000-0, voilà. Parce qu'ils vont blinder. Donc, on est dans cette situation-là. Donc, je dis toujours que le problème du président Gbagbo, c'est son entourage. Et c'est malheureux. Pourquoi? Parce que ce monsieur a payé 10 ans de sa vie et il est instrumentalisé par les Habiba Touré et compagnie. Mais bien entendu. Et d'ailleurs, je vous dis, moi, j'ai eu l'occasion de l'interpeller, Habiba Touré, à Paris, dans le 13e, quand il y avait une conférence, les amis du président Gbagbo, là. D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il devient le président, parce qu'il y avait la maman de Michel, hein, elle était là, à cette conférence-là. C'était en juin 2017, si je ne me trompe pas. Voilà. Hein. Et c'était le président Gbagbo, il fallait un militaire pour qu'il soit libéré. Bon. Maintenant, qu'il est libéré maintenant. Alors moi, à l'époque, je faisais des vidéos où je dénonçais en disant, mais attendez, vous êtes en train de militer pour la libération du président Gbagbo ou pour libérer la Côte d'Ivoire. Bon, une fois qu'on libère la Côte d'Ivoire, ben on a libéré le président Gbagbo par la même occasion. Et tous ceux qui sont emprisonnés physiquement et mentalement, bien entendu. Or là, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les gens ont marché, les gens ont milité pendant des années, voilà, hein, partout dans le monde, et principalement en Europe, hein, en France d'abord, en Belgique, aux Pays-Bas, hein, en Angleterre, en Allemagne, partout en Italie, j'oublie encore, aux États-Unis, hein, en Occident, hein, un peu partout, les Ivoiriens, la diaspora africaine en général, la diaspora ivoirienne en particulier, ils ont manifesté pour justement que justice soit rendue, que le président Gbagbo soit libéré, ainsi que le ministre Charles Blé Goudé. Bon, maintenant c'est fait. Mais comment ça se fait que son entourage, eux, ils ne se joignent pas à Mme Kei Vao Martine pour essayer de faire ouvrir le dossier, mettre la pression, parce que ce dont il s'agit, c'est d'aller mettre la pression sur le procureur. Parce que le procureur, les arguments qu'ils avançaient il y a quelques années, c'était de dire qu'on ne peut pas attaquer un président en exercice. Tu parles. Là, on a une chance historique au sens où eux-mêmes, ils nous donnent la matière. C'est-à-dire qu'au fond, ces gens sont sans foi ni loi. Donc, regardez, quand ils disent qu'on ne peut pas attaquer un président en exercice, là où je vous dis ils sont sans foi ni loi, c'est que le président, comment on appelle ça, son excellence Vladimir Poutine, un homme providentiel, je précise toujours, je le rappelle, un homme providentiel pour son peuple, hein, et un homme providentiel pour les peuples africains qui veulent sortir, 1, de l'impérialisme, 2, du colonialisme, et 3, de la France-Afrique. Les choses sont claires pour moi, pas de discussion. Il y a un troller là qui me dit, oui, toi tu crois que tu as toujours... Mais bien entendu que j'ai raison. Parce que si on fait concours de vérité, tu peux pas... Alors, je l'ai dit, que les trollers, tu sais, là, ça les calmer. Parce que maintenant, je vous dis, je suis blindé pour savoir qui est troller ou pas. Et même, il y en a d'autres qui vont me parler dans le même sens que moi, pour m'encourager et tout, mais je sais que tu es troller. C'est marrant parce que je vois... Il y a un an ou il y a quelques temps, je ne sais pas, mais là, maintenant, alors là, je suis blindé. Je sais tout de suite, c'est trop l'heure. La façon de tourner et tout ça, là. Donc, calmez-vous. Voilà. Charlot. Enfin bon. Donc, ce que je disais, c'est que franchement, le président Laurent Gbagbo, c'est incroyable qu'il ne puisse pas avoir la réhabilitation au sens où il faudrait que ses partisans, hein, les gars, là, voilà, au lieu de... puisqu'ils sont rentrés en religion, donc ils sont aveuglés. C'est pour ça, hein. Moi, il y a longtemps, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas en religion. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Parce que si tel est le cas, on vous donnera raison. Mais comme on n'est pas en religion, on est en politique. Hein. Et en politique, il y a l'esprit critique, il y a l'autocritique qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Sinon, de quoi on parle? N'importe quoi. Ah, les gens, ils sont loin du compte. Hein. Ah oui, oui, oui. Ils croient avoir compris, ils n'ont rien compris. Parce que si vous avez compris, on n'en serait pas là. Très clairement. Donc là, ils se planquent derrière le monsieur, le pauvre monsieur, et puis ils ont leur agenda. C'est-à-dire que je vous dis, eux, c'est prendre la place de monsieur Ouattara, et puis dire au peuple après, bon mais nous on va être méchants comme lui. On ne veut rien savoir, je répète là ce que j'ai déjà dit dans le passé. Non mais parce que, non mais pour moi c'est tellement gros leur fonctionnement. Et là maintenant quand je lis des articles comme ça sur le fait qu'ils sont tous pratiquement francs-maçons, alors je ne vais pas dire 100%, mais je vais dire 99%, mais ce qui est énorme. 99% hein, de la classe politique en Côte d'Ivoire, ils sont francs-maçons. C'est énorme. Hein, je ne vais pas me permettre de dire 100%, mais par contre 99%, je n'hésiterai pas un seul instant. Très clairement. Mais c'est très grave. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, on soit dans une situation de le jour et la nuit. C'est-à-dire que le jour c'est au Burkina, le jour c'est au Mali, et puis la nuit c'est en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Ah, des nazes. Enfin bon, bref. Donc, c'est de dire que, franchement, le moment est venu, on a une belle opportunité là. Le fait que la CPI a lancé un mandat d'arrêt, hein, le procureur de la CPI a lancé un mandat d'arrêt récemment, contre le président Vladimir Poutine. Bon, ça, évidemment, quand on ne s'y connaît pas, évidemment, on est impressionné. Alors que quand on s'y connaît, on dit simplement c'est de la diversion. Ils se font plaisir, voilà, si vous voulez. Voilà. Les Occidentaux, les adeptes de l'OTAN, là, ils se font plaisir parce que c'est un instrument qu'ils ont mis en place pour, comment dire, ridiculiser le monde entier et en particulier les Africains. Parce que si vous regardez les gens qui sont incarcérés à la CPI ou qui sont traduits à la CPI,
hein, combien 90-95% ce sont les Africains. Bon, donc la messe est dite. Hein. Il y a des pays qui, comment dire, ont adhéré à la CPI. Ils ont d'abord signé hein, le traité de Rome, là, et ensuite, ça a été validé par leur parlement, leur assemblée. Hein. Et il y en a d'autres qui ont juste signé et qui n'ont pas été validés par leur parlement. Parce que pour que ça tienne, hein, pour que ça soit conforme hein, à la réalité, hein, à la légalité, il faut d'une part signer l'accord et d'autre part faire valider par l'Assemblée. Donc, les pays européens, ce qu'ils ont fait, comme eux, ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne vont jamais y aller. Le problème, hein, Nicolas Sarkozy se balade tranquillement, Tony Blair se balade tranquillement. Voilà, on est d'accord. Voilà, alors qu'ils devraient être devant la CPI. Même Macron, même avec l'histoire des, comment on appelle ça, les gilets jaunes, là, les gens qui sont éborgnés, tout ça, handicapés, là, dans la CPI. Mais non, tranquille. Donc, eux, ils ont signé pour blaguer les pays africains. Et dans les pays africains, massivement, hein, que je te signe et que je fasse voter par... bon, c'est normal aussi parce qu'il n'y a pas de démocratie, donc... bon, c'est pas tous les pays africains non plus, et heureusement. Mais en revanche, il y a beaucoup de pays africains sur les 54 qui ont signé et puis fait valider par leur assemblée. Maintenant, dans le cas de la Côte d'Ivoire, et c'est là où ça m'intéresse de plus près, c'est que, en fait, à l'époque, le président Gbagbo, il a juste signé, mais il n'a pas fait valider par son assemblée. Et c'est M. Ouattara qui, lui, comme ça, dans la précipitation en 2013, attention, vous voyez, le président Gbagbo est arrêté en 2011, et c'est en 2013 que l'Assemblée a voté en Côte d'Ivoire. Mais, d'une certaine façon, on s'est dit quoi? On s'est dit, bon, c'est trop facile, bien entendu. Là, c'est vraiment quand on dit souvent la justice des vainqueurs, mais on est en plein dedans. Parce que M. Ouattara étant soutenu par la France, eh bien, ils ont fait le nécessaire. Bon, maintenant, ce qui m'énerve, moi, c'est que le fait que je dis, bon, là, ce que j'appelle quand je dis toujours qu'on a du recul, là, tous les éléments sont là. Et là, je vous la fais court, hein, sans être un spécialiste, c'est juste mon bon sens qui m'aide beaucoup. Voilà. Oh, il y a des gens là qui sont même plus diplômés que moi en droit, c'est-à-dire docteur en droit. C'est le diplôme le plus haut, hein, doctorat en droit. Bon. Mais pour autant, ils sont complexés, ils sont aliénés et ils sont corrompus. Voilà, c'est pour ça que le compte n'y est pas. Mais ils peuvent s'en sortir, hein, pourvu qu'ils veuillent bien. C'est une question de volonté personnelle et volonté collective. Voilà. Mais là, il faut aussi être disposé. Ah oui, c'est hyper important, il y a tout ça. Voilà. Mais tu sais, quand c'est pas réuni, voilà, en apparence, ils font le malin, mais il n'y a que dalle. Zéro. Voilà. Donc, vous voyez, ça pose problème, le cas du président Gbagbo. J'allais dire un cas d'école. C'est-à-dire qu'au fond, c'est dire, mais attendez, sur le plan purement juridique, mais tout est faux, évidemment. Et puis sur le plan politique, alors là, n'en parlons pas. C'est même pour ça que moi, rappelez-vous, à l'époque, quand j'ai fait des vidéos par rapport à ce propos-là, j'ai dit que j'ai pris l'exemple du maître Jacques Vergès. Maître Jacques Vergès, en tant que jeune avocat, quand il a défendu le FLN, les résistants algériens, mais ils étaient condamnés par l'État français, et qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il a été choisi comme jeune avocat? Il s'est rentré dans l'histoire, hein, parce qu'il a eu une approche mais historique. Il a fait ce qu'on appelle le procès de la rupture. Il a estimé que ce n'était pas un procès, comment dire, c'était pas judiciaire, c'était politique. Donc, si c'est politique, on fait de la politique. Et moi, j'ai passé mon temps. Je vous dis, vous regardez mes vidéos anciennes, avant que YouTube me ferme mon compte. Hein, eh bien, j'ai dénoncé ça. Et de dire que, écoutez, c'est incroyable qu'il y a des frères qui sont très qualifiés, frères et sœurs. Et pourtant, je me rappelle, je suis allé à une conférence, là, je dirais pas, bon, c'était à Lyon. Il y avait une sœur, là, qui est professeure de droit, elle enseigne dans les lycées et tout. Mais quand j'ai eu des échanges, je leur disais, mais attendez, on n'est pas dans le judiciaire, on est dans la politique, là. Et elle dit, non, judiciaire, parce que... Ah, mais non, mais je dis, okay. Maintenant, je dis, bon, ce qui est important, c'est que dans la vie, l'erreur est humaine. Mais là, il faut reconnaître, et puis il faut le dire, hein, parce que quand ils sont à te contester ou machin, ils le disent. Maintenant, quand ils savent qu'ils ont tort, ils se cachent. Je dis, non, c'est malhonnête, c'est profondément malhonnête, et moi, je ne supporte pas, parce que je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, c'est tout. N'importe quoi. Et là, c'est mon bon sens qui joue là-dessus. C'est de dire, écoutez, depuis le début, c'est un procès, comment dire, politique, concernant le président Gbagbo et puis Charles Bégoudé, et que par conséquent, d'ailleurs, tous les procès qui concernent les Africains qu'on a traduits là-bas devant, c'est politique. C'est loin d'être justice. Non. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, les avocats du président Gbagbo, Maître Alti, là, en compas, ils l'ont même mis là, puis là, il a bien joué son rôle. Là. En revanche, jackpot, hein, beaucoup d'argent. Voilà. Et ça, c'est truc me tue, c'est de l'argent des Africains. Hein. Ah oui, je dis, on est perdant du début à la fin. Et là, il y en a qui veulent que ça continue à perpète. Non, comptez pas sur moi, comptez pas sur nous. Voilà, nous les panafricains. Mais les panafricains intègres, pas les malhonnêtes, là, pas les pseudo-panafricains. Voilà. Donc j'ai dit, comment se fait-il que quelqu'un comme moi, qui n'a aucun doctorat en droit, hein, mais simplement par son bon sens, dit, mais là, dans le cas de figure où nous sommes, Maître Alti, s'il était, comment dire, dans une démarche pour défendre l'honneur du président Gbagbo, c'est procès de la rupture, et copier simplement ce qu'a fait auparavant Maître Jacques Vergès, parce que c'est connu ça, hein, c'est pas quelque chose qui est
comment dire, pas connu. Vous allez sur Internet, vous tapez hein, procès de la rupture, Algérie, défense de la FLN à l'époque. Voilà, très clairement. Et c'est rentré dans l'histoire parce que justement, il a su comment il faut faire pour que ceux dont il assurait la défense, ben, ils ont été dignes. Ben bien. Parce que là, l'État français, hein, l'administration française, ils étaient en panique parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Il a fait jouer son mind, bien entendu. Enfin bon, bref. Donc j'ai dit tout ça, c'est de la pure escroquerie. Et qu'aujourd'hui, le président Gbagbo s'est fait acclamer parce qu'il est très populaire, tout naturellement. Je vous dis, si les élections sont organisées régulièrement en Côte d'Ivoire, avec la transparence, il arrive en tête. Même dès le premier tour. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2010. Sauf qu'ils ont récupéré Henri Conan Bédier, et puis bon. Ils sont tous des francs-maçons, mais oui. Puis donc, francs-maçons, automatiquement, tenus par le matériel. Ah oui, c'est là où on les tient. Ah ben oui. On les tient moralement aussi, mais on les tient matériellement. Les deux, ils sont tenus. N'importe quoi. Cachez-vous, c'est tout ce que vous avez à faire. Là, je m'arrête là, mais je vous dis, je vous encourage hein, à vous procurer cet article-là. Bon, pour terminer, au hasard comme ça, la lecture. Rapport au pouvoir d'achat ivoirien. La Grande Loge de Côte d'Ivoire est la plus élitiste, toute. Voilà, la Grande Loge de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a différentes loges, vous voyez. Il y a deux choses sur lesquelles elle ne fait pas mystère. D'abord, le fait de ne jamais initier les femmes, voilà. Bon, ils le font peut-être maintenant, mais à l'époque. Contrairement aux droits humains qui est mixte, et au Grand Orient de France, qui initie désormais des femmes. Le dernier venu, quel que soit son niveau d'instruction, peut se retrouver en première ligne. Bon. Enfin bon, je vous la fais comme ça. Mais en fait, bon, voilà, la solution, c'est vous imprimez, vous la lisez tranquillement, voilà. Voilà. Vous voyez là? Voilà. Donc le titre, c'est « La maçonnerie en Côte d'Ivoire, brève histoire des enjeux ». Voilà. Et je vous dis, ça a été publié depuis 2017. C'est très, très intéressant. Bon, c'est vite lu, hein, parce que c'est des gros caractères et tout. Genre, voilà, faut pas vous laisser impressionner. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis de dire que pour terminer, il y avait eu, comment dire, un débat, rappelez-vous, entre Kone Katina, un proche collaborateur du président Gbagbo, et puis le ministre de Kone, là, Kone, je ne sais pas comment il s'appelle, un jeune ministre de la jeunesse, là, de M. Ouattara, sur le plateau de NCI, là. Mais, évidemment, beaucoup de gens ont félicité Kone Katina en disant, oui, il a fermé. J'ai dit, mais non, mais c'est incroyable. Là, depuis que M. Ouattara est au pouvoir jusqu'à maintenant, mais il y a matière pour... dès que le débat est ouvert, mais M. Katina, ce que je le reproche, c'est que je dis, mais il aurait dû venir avec les dossiers. Mais là, il n'est pas clair parce que lui aussi, il est franc-maçon. Il a fait jouer ça. Il a fait jouer hein, ses frères de la maçonnerie pour réintégrer, parce qu'il a réintégré son poste là. Je crois qu'il est au ministère des Finances, lui, je crois. Voilà. Donc les choses ne sont pas claires. On comprend hein, pourquoi les choses traînent. Oui, ils ne sont pas clairs. Donc, ce que j'ai dit, il aurait dû venir avec un dossier sérieux, parce que là, pour le coup, comment on appelle ça, son adversaire, hein, le ministre de la Jeunesse là, de Ouattara, il n'aurait même pas pu rester 5 minutes. Mais, comme il n'avait pas de dossier, c'est vrai qu'il évoquait des choses et tout, mais non, quand tu as des dossiers, tu dis, en plus, tu prends eux-mêmes leurs propres dossiers. Voilà. Puis tu prends les dossiers des organisations, comme ils sont aliénés, ils font confiance aux organisations des banques. Tu prends les deux, tu prends eux-mêmes leurs dossiers, puis tu prends le dossier des organisations internationales. Là, et puis voilà. Par exemple, on va vous expliquer, ce monsieur est au pouvoir, et il y a des jeunes gens qui ont des doctorats, et ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot, ils ont des doctorats. Et ils manifestent et on les met en prison. Comment on explique ça? Et là, je vous la fais court, hein, alors qu'il y a plein. C'est que je lui reproche, je dis, mais attendez, là, on ne vous donne pas toujours l'occasion, mais vous avez une belle occasion, d'ailleurs, je ne sais même pas si ça va se répéter. Un face-à-face comme ça, un proche de Gbagbo, porte-parole là, ou je ne sais pas, Kone Katina, et puis un autre représentant de RHDP, là, de M. Ouattara. Bon, mais et en plus, quand je dis en plus, c'est dans le sens où eux, ils sont en demande. Bon, mais là, il y a une occasion, mais profites-en pour, comme on dit, taper le poing sur la table, pas violemment, mais simplement le cas, tu viens avec des dossiers, voilà, là maintenant, tu es sérieux, et les gens même vont le constater. Alors que là, tu parles comme ça, bon, c'est bien, mais le dossier, c'est encore mieux. Viens avec les dossiers. Donc, c'est le premier point. Pour les jeunes qui ont des doctorats, qui n'ont pas de boulot, on les met en prison. Premier point. Deuxième point, il y a des gens sous Ouattara qui dorment dans les cimetières. Ils se font expulser. On respecte, rien n'est respecté. Là aussi, pareil, tu viens avec des chiffres, tu viens avec... exprès, comme moi je fais là, vous voyez voilà. Mais c'est important. Oh, c'est ça, en fait, c'est ce que je lui reproche, c'est ça. Je dis, mais attendez, franchement, vous avez des postes importants comme ça, au lieu de la faire sérieux, ou alors... on a peur. Oui, souvent, il y a ça aussi, il ne faut pas écarter. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, va faire autre chose. Voilà ce que je dis. Eh oui, va faire autre chose. Il y a des gens, hein, dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui fait 28 à 30 millions d'habitants, il y a des gens qui vont aller aux occupations tranquillement. Mais vous voulez occuper des postes et vous n'êtes pas à la hauteur. C'est ça où le bas blesse. Ah oui, n'importe quoi. Escroquerie mourra quand tu nous tiens.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là, par exemple, là, il y a un truc qui nous tient, c'est ça. Les 11 accords. Voilà. Les 11 accords, là, ben, il faudrait que les hommes et femmes politiques de cette sphère-là, de cette zone-là, ben, à chaque fois, quand ils ont l'occasion, ben, de dire, on dénonce les 11 accords post-coloniaux avec la France. On le dénonce. Et puis, il y a les différents articles. Il y en a 11. Et là, on dit non, on n'en veut plus. Terminé. Mais non, ils ne sont pas capables de ça. Parce qu'ils sont tous francs-maçons. C'est ce que je pense. Hein. Et j'en suis convaincu. Non, parce que sinon, j'ai dit, vous savez, s'ils ne le sont pas, c'est encore pire. Donc, dans tous les cas de figure, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'ils ne réagissent pas? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cette espèce de servitude volontaire qui perdure? Il faudra nous expliquer. Hein? N'importe quoi. Enfin bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Merci beaucoup pour votre attention en tout cas. Et puis j'ai d'autres vidéos à faire sur d'autres sujets. Merci bien et à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire. Hein, parce que c'est nous qui avons raison. Regardez le titre. N'oubliez pas, allez-y sur Internet pour imprimer ça. Voilà, la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. Des nazes.